L'équipe, juste pour information, sachez que désormais, vous pouvez retrouver tous mes contenus sur YouTube, bien sûr, mais aussi dès le lendemain sur Spotify. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on attaque un sujet qui vous obsède clairement en ce moment, l'avenir de Giannis Antetokounmpo. Pour être honnête, je l'ai vu dès que j'ai lancé le sondage sur Insta. J'avais mis plusieurs thèmes tranquilles sur la table et au milieu de tout ça, une simple question. Où va aller Giannis ? En quelques minutes, ce choix-là a pris une avance monstrueuse. Et je le vois, dès qu'il y a un gros sujet de trade autour d'une superstar, vous envoyez tout le reste au tapis, à chaque fois. D'ailleurs, si vous aussi vous voulez avoir votre mot à dire sur les prochaines vidéos, vous connaissez la musique. Rejoignez-moi sur Instagram, je balance les sondages, généralement le week-end, vous votez, vous choisissez, et moi je construis l'épisode ensuite en fonction de ce que vous avez décidé. Donc si ce n'est pas déjà fait et que ça vous intéresse, pensez à venir vous abonner là-bas pour influencer le prochain sujet. Mais bref, aujourd'hui, le programme est clair. On va d'abord poser le contexte autour de Giannis et des Bucks, puis passer en revue plusieurs destinations crédibles, expliquer les détails de ces trades qui me semblent tous intéressants, puis finir par un bilan avec mes favoris dans la course à son transfert. Alors installez-vous bien, gardez l'esprit ouvert, parce que là, on va jongler entre gros fantasmes de fans et vrai délire de front office. Bon, concernant Giannis, j'ai l'impression que les choses n'ont jamais été aussi concrètes qu'en ce moment. On est sur un dossier très chaud. Ouais, on n'est plus dans les rumeurs floues de fin d'été. Giannis et son agent ont commencé à discuter avec Milwaukee de son avenir, et ça, c'est déjà un énorme signal. Les Bucks galèrent autour de la barre des 50% de victoire. Giannis a nettoyé ses réseaux et semble ne plus vouloir être associé aux Bucks. Il vient de fêter ses 31 ans et sportivement, il reste monstrueux. Autour de 30 points, 10 rebonds et 6 passes. On parle encore d'un top 3-5 joueur NBA, pas du tout d'un mec en fin de course. À partir de là, pour moi, la question c'est plus vraiment est-ce que c'est possible, mais plutôt comment est-ce que ça peut vraiment se passer. Sur le contrat, Giannis est dans une situation ultra particulière. Il a signé une grosse prolongation en 2023, ce qui le lie théoriquement aux Bucks jusqu'en 2027 avec une option joueur derrière. Pour une franchise qu'il récupère, ce n'est pas un pari sur 6 mois, c'est un candidat MVP sous contrôle pendant plusieurs saisons. Et ça lui donne aussi un pouvoir immense. Il peut dire très clairement dans quelles équipes il se voit prolonger, et lesquelles il considère comme un simple stop. Ça change complètement la manière dont les autres franchises vont faire leurs offres. Du coup, Milwaukee a encore la main sur son contrat, mais pas totalement sur le marché, et c'est bien le problème. En effet, la situation des Bucks est presque un cas d'école de franchise coincée. Ils ont cramé une bonne partie de leur pic pour construire autour de lui. Ils ont un paquet de gros contrats, et ils ne récupèrent la main sur leur choix de draft qu'en toute fin de décennie. Ils ne peuvent ni vraiment se renforcer, ni tanker. Donc s'ils acceptent l'idée d'un trade, ils vont chercher un mix très précis. Un joueur déjà fort, plusieurs jeunes et des premiers tours de draft pour retrouver de l'oxygène. Et le truc, c'est que j'ai l'impression qu'un package parfait comme ça n'existe quasiment jamais quand tu es obligé de lâcher un monstre pareil. Historiquement, l'équipe qui échange un joueur top 3 de sa génération perd presque toujours le deal sur le plan du talent pur. Tu ne récupères pas un autre Giannis, tu récupères des peut-être. Et là où ça se complique pour Milwaukee, c'est que Giannis peut réduire le marché en douce. S'il laisse filtrer qu'il ne prolongera que dans une ou deux destinations, beaucoup d'équipes vont refuser de vider leurs assets pour un joueur qui peut partir en 2027. Tu passes d'une quinzaine de candidats possibles à 2 ou 3, souvent des gros marchés qui n'ont même pas le meilleur package à offrir. Et par-dessus tout ça, il y a aussi une question d'image qui est cruciale pour un petit marché comme Milwaukee. Giannis, c'est le mec qui a mis les Bucks sur la carte, celui qui leur a offert un titre, qui a signé les prolongations quand il aurait pu partir. Si le jour où il dit « j'aimerais aller là ou là », sa franchise l'ignore et l'envoie ailleurs juste pour gratter un pic de plus, le message envoyé à la ligue est catastrophique. S'ils respectent sa destination préférée, ils sauvent leur image, mais ils ont de grandes chances de récupérer un package un peu en dessous de ce que d'autres équipes auraient pu proposer. Donc au final, les Bucks savent déjà qu'ils vont devoir perdre quelque chose. La vraie question au final, c'est comment vont-ils accepter de prendre cette claque ? En résumé, à mon sens, Giannis est transférable aujourd'hui, non pas parce qu'il serait en déclin, mais parce que tous les voyants sont au rouge. Les Bucks stagnent, ils sont coincés financièrement, et leur franchise player commence à regarder ailleurs. Sa valeur reste immense, mais le marché potentiel est limité par ses envies. Le front office de Milwaukee va devoir choisir quel type de perte il préfère encaisser. Le laisser partir libre dans 2 ans, ou accepter dès maintenant un trade où le retour semblera toujours un peu faible par rapport à ce que représente Giannis en vrai. C'est donc pour ça, en pensant à tout ça, que j'ai imaginé 6 transferts qu'il me semble intéressant de détailler. Et pour commencer, avec ces destinations, on va s'attaquer direct à mon scénario surprise, celui qui fonctionne avec les Atlanta Hawks. Sur le visuel à l'écran, vous voyez le package complet. Giannis qui arrive chez les Hawks contre Trae Young, Zachary Rizaché et 3 premiers tours de draft. En gros, Atlanta envoie son meneur star, son premier choix de draft français, plus une partie de ses munitions futures, et en échange récupère un des 3 meilleurs joueurs du monde encore en pleine force de l'âge.
Sur le papier, selon moi en tout cas, ça se défend plutôt bien des deux côtés. Côté Hawks, l'idée est claire, tu tournes la page Trae Young et ses soucis défensifs pour devenir une équipe beaucoup plus grande, plus physique, centrée sur la défense. Ils ont montré qu'ils pouvaient gagner sans lui avec une identité basée sur leurs ailes et leurs intérieurs. Tu rajoutes Giannis là-dedans et tu obtiens un groupe énorme, athlétique, capable de verrouiller l'Est et de courir sur tout le monde. Oui, tu perds la création offensive dingue de Trae et un Zach plein de promesses plus 3 pics, mais en échange, tu récupères 2 ou 3 années où si Giannis prolonge, tu peux viser les finales. Mais à mes yeux, le vrai charme du deal est presque encore plus intéressant pour Milwaukee. Les Bucks, eux, ne tombent pas dans un trou noir post-Giannis, ils récupèrent un nom tout de suite bankable avec Trae Young, un meneur capable de tourner à plus de 25 points et 10 passes qui garde la franchise dans la lumière et te remplit encore la salle. S'il se plaît dans le Wisconsin, tu peux en faire la nouvelle tête d'affiche. S'il veut partir en 2026, tu récupères de la marche sous le cap assez vite. À côté, tu ajoutes Rizaché, ailier moderne de 20 ans, grand, mobile, déjà utile des deux côtés du terrain, sous contrat rookie plusieurs années. Et surtout, tu regagnes de l'oxygène en pic, avec des choix pour 2026, 2027 et 2029 qui te redonnent enfin un peu de contrôle sur ta reconstruction après des années à vider tes tiroirs pour entourer Giannis. Le truc, ceci dit, c'est que pour ça arrive vraiment, il faut quand même qu'il y ait pas mal d'astres qui s'alignent. Dans un contexte moins explosif, Milwaukee demanderait sûrement encore plus, mais Atlanta de son côté n'est pas obligé de brûler toutes ses cartouches alors que l'équipe gagne déjà centrée. Par contre, tout ça n'a de sens que si Giannis envoie un signal clair qu'il est prêt à rester, sinon les Hawks ne vont pas sacrifier Rizaché et 3 premiers tours pour 1 an et demi seulement de service. Le trade est cohérent et il raconte une vraie histoire pour les deux franchises, mais pour qu'il sorte de la trade machine, il faudra avant tout que Giannis valide l'idée. Allez, pour la deuxième destination que j'ai envisagée, on va descendre du côté de Houston, dans le Texas. Sur le visuel, vous voyez la version simple du deal. Giannis qui arrive chez les Rockets, et en face Milwaukee qui récupère Alperen Sengun, Fred VanVleet et un premier tour de draft 2027. En gros, Houston envoie son pivot franchise de 23 ans, son meneur vétéran blessé qui vient de re-signer, plus un pic bien juteux lié aux Suns ou aux Nets, contre un top 3 NBA qui viendrait se greffer à Kevin Durant dans une équipe déjà dans le haut de l'Ouest avec l'une des meilleures attaques et des meilleures défenses de la ligue. Sur le papier, pour moi, c'est clairement le trade le plus agressif pour Houston. Les Rockets viennent de trouver un vrai statut de contender, ou au moins d'outsider, et Sengun est au cœur de tout ça avec presque 23 points, 9 rebonds et 7 passes. Pourtant, si tu regardes froidement, Giannis reste un cran au-dessus pour gagner tout de suite. Plus d'impact défensif, plus d'expérience en play-off, un titre déjà en poche. Tu crées un duo Giannis-Durant dans une équipe qui joue dur, qui vit dans la raquette avec encore des jeunes comme Jabari ou Wayman autour. Sur 2 ans, ces Rockets-là ont peut-être plus de chances de taper le Thunder qu'avec Sengun, même si ça fait très mal de le sacrifier. Mais en parallèle, côté Bucks, ce package-là a aussi une vraie logique, normale. Pour Milwaukee, Sengun représente sans doute le meilleur joueur d'avenir qu'ils peuvent espérer dans un trade de Giannis. Tu passes d'un MVP de 30 ans à un pivot créateur de 23 ans déjà All-Star sous contrôle plusieurs saisons, capable de faire tourner une attaque moderne depuis le poste haut. VanVleet, lui, apporte un meneur champion sérieux qui peut encadrer une nouvelle génération ou être rééchangé plus tard. Enfin, derrière, tu ajoutes un premier tour 2027 très attirant, potentiellement haut si Phoenix ou Brooklyn craquent, ce qui redonne enfin des munitions de draft et une franchise qui n'avait plus la main sur son futur. Le truc à mes yeux, c'est que selon moi, ce scénario reste beaucoup plus théorique que celui avec Atlanta. Déjà, Houston considère quasiment Sengun comme intouchable et je peux les comprendre, ils l'ont développé pour empiler les stars et les autres bons joueurs autour de lui grâce à leur stock de pics, pas pour le sacrifier, et ce trade bousille leur timeline. Tu passes d'un projet long terme avec Sengun, Ayman et Jabari à une fenêtre ultra courte avec Giannis et un KD de 37 ans, en plein moment où le Thunder semble complètement intouchable dans la conférence Ouest. Du coup, pour moi, ce montage raconte surtout une chose importante. À partir de quel moment une franchise comme Houston accepte de casser un projet qui semble presque parfait pour passer à un coup de poker comme Giannis? Why not, hein, mais précipiter les choses de façon trop drastique, ça me fout quand même quelques doutes, vu comment ça marche bien du côté du Texas en ce moment. Voilà pourquoi je mets la piste Houston de côté, et je vais aller voir ce qui se passe du côté de New York. Sur le visuel, vous voyez l'offre complète. Giannis qui débarque chez les Knicks, et en face Milwaukee qui récupère Karl Anthony Towns, Pacom Dadier, Tyler Kolek, plus un premier tour 2026 et 2 droits de swap en 2028 et 2030. En résumé, New York transforme 4 en Giannis sans toucher à Brunson ni au gros noyau de role-player, et les Bucks récupèrent une star encore dans son prime, 2 prospects sur les lignes extérieures, plus un peu d'oxygène pour la draft pour les années où leurs propres picks sont déjà envoyés ailleurs. Pour moi, c'est clairement le trade qui ressemble le plus à ce que Giannis Antetokounmpo pourrait réellement vouloir. Côté Knicks, l'idée est limpide, tu passes d'un pivot scoreur à un monstre des deux côtés du terrain. Brunson plus Giannis, c'est tout de suite une base de contender, surtout entouré d'ailiers défensifs et d'un coach qui vit pour les défenses dures. Towns reste un joueur énorme, mais il n'a jamais prouvé en playoff qu'il pouvait mener une équipe au titre. Giannis, lui, l'a déjà fait, il met une pression folle sur le cercle et il couvre une tonne d'erreurs en défense. Dans l'ADN physique et agressif des New-Yorkais, il colle beaucoup mieux que Kat, j'ai l'impression.
En parallèle, pour Milwaukee aussi, c'est loin d'être la pire façon de tourner la page. Les Bucks récupèrent quand même un multiple All-Star avec Towns, capable de tourner à plus de 20 points avec un tir extérieur élite pour un big. Ils gardent une équipe regardable, vendable, au lieu de plonger direct dans 5 ans de tanking alors qu'ils n'ont même pas leur propre pick. Kat peut devenir la nouvelle tête d'affiche, ou être retourné plus tard dans un second trade pour aller chercher encore plus de choix de draft. Daddy et Kolek apportent 2 jeunes au contrat rookie, parfait pour une phase de transition, et le pick 2026 plus les 2 swaps redonnent un minimum de contrôle sur l'avenir, surtout sur les années où leurs propres choix sont déjà promis à d'autres franchises. Par contre, je dois le dire, dans un tel scénario, j'ai quand même du mal à imaginer Kat et Miles Turner jouer en même temps sur le terrain, tant leurs profils sont similaires. Il faudra sûrement imaginer s'en séparer un des deux dans un second temps. Mais justement, pourquoi pas, ce sera encore une nouvelle occasion d'essayer de choper des pics de draft. Parce que oui, sur un marché totalement ouvert, ce package est objectivement un peu léger, peu de premiers tours vraiment premium et des prospects encore très hypothétiques. D'autres équipes peuvent proposer plus de pics ou un prospect plus sexy, mais la piste Knicks est annoncée comme l'une des plus chaudes depuis des mois. Si à un moment, Giannis dit clairement c'est New York ou rien, les Bucks se retrouvent avec beaucoup moins de marge pour faire monter les enchères, et un deal de ce type devient tout de suite beaucoup plus crédible. Après, on ne va pas se mentir non plus, dans une piste comme celle-là, tout n'est pas ultra simple pour les New-Yorkais. Ils ont cramé une grosse partie de leur pick pour aller chercher Bridges, ils sont collés au deuxième apron et financièrement ils ne peuvent pas prendre $1 de plus qu'ils n'en envoient. Ce montage ne tient que parce que Kat a quasiment le même salaire que Giannis et il faudra peut-être une troisième équipe dans le bail pour ajouter des choix de draft ou recycler Towns ailleurs. Mais si Giannis décide vraiment de forcer la main pour aller au Garden, que Milwaukee choisit de respecter son envie plutôt que de chercher l'offre parfaite, ce package-là ressemble beaucoup à un compromis possible. Les Knicks payent avec tout ce qu'il leur reste, les Bucks évitent le néant total, et la ligue se retrouve avec un duo Brunson-Giannis à New York dont on parlerait tous les soirs. Du coup, pour moi, ce trade-là, bien sûr, ce n'est pas l'offre ultime, mais c'est un scénario où la volonté d'Giannis pèse plus que sa valeur, et on sait que ça peut très bien avoir lieu dans ce genre de situation. Mais là, après New York, je n'avais pas le choix que d'évoquer une destination dont les fans français parlent énormément, San Antonio. Sur le visuel, vous voyez le package complet, Giannis qui arrive aux Spurs, et en face Milwaukee qui récupère Stephen Castle, Devin Vassell, Keldon Johnson, Jeremy Sohan, plus 2 premiers tours de draft en 2026 et en 2028. En gros, les Spurs envoient 4 des jeunes qui font aujourd'hui leur identité, plus de la draft pour coller Giannis à côté de Victor Wembanyama, tout en gardant De'Aaron Fox et Dylan Harper. Et ça, sportivement, ça veut dire passer d'un joueur outsider sympa à une équipe qui peut viser le titre tout de suite. Sur le terrain, à mes yeux, c'est peut-être le scénario le plus flippant pour le reste de la ligue. Wemby qui peut s'écarter, shooter, protéger le cercle, Giannis qui vit dans la raquette, qui court en transition et qui met la pression sur le panier à chaque possession. Tu as 2 intérieurs qui bougent comme des extérieurs, qui peuvent switcher partout et qui ferment complètement l'accès au cercle. Tu rajoutes Fox pour porter la balle, Harper pour mettre du talent sur les lignes arrière, quelques shooters autour et d'un coup San Antonio a une réponse crédible au Thunder sur les 3 prochaines saisons. Le prix est énorme, mais l'idée c'est clairement on brûle quelques étapes pour essayer de prendre le trône maintenant. Mais en fait, ce qui m'embête un petit peu dans toutes ces rumeurs qu'on entend avec les Spurs, c'est que le prix, j'ai peur qu'il pique beaucoup trop pour la franchise texane. Stephen Castle, Devin Vassell, Keldon Johnson, Jeremy Sohan, ce n'est pas juste du remplissage de salaire. Castle, c'est déjà un meneur de grande taille récompensé dès sa saison rookie. Vassell est devenu un scoreur extérieur fiable. Keldon apporte de la puissance sur l'aile. Sohan donne toute l'énergie et le sale boulot. En sacrifiant ces 4-là plus 2 premiers tours, San Antonio casse une profondeur qui l'a aidé à survivre aux blessures de Wemby, Fox ou Harper. Pour moi, c'est un all-in assumé autour d'un trio Fox, Giannis, Wemby pour aller chercher l'ogre au KC, rien de plus. Mais dans un all-in, on sait qu'il y a toujours des risques, t'es pas sûr de gagner à la fin, et on n'est pas sûr non plus que San Antonio ait vraiment envie de les prendre, ces risques. Maintenant, si on se met dans la peau des Bucks, je trouve que ce package, lui, aurait énormément de sens. Milwaukee récupère ce qui lui manque le plus, un noyau jeune déjà prêt à jouer. Castle devient direct la pierre angulaire du projet post-Giannis, un garde grand, dur, capable de défendre et d'organiser le jeu sur le long terme. Vassell, Keldon et Sohan, ce sont 3 titulaires ou 6e homme solide, polyvalent et sous contrat plusieurs années. Tu ne tombes pas à 15 victoires, tu restes compétitif pendant que tu reconstruis. Et derrière, les pics 2026 et 2028 rajoutent de quoi drafter ou monter des trades avec la possibilité de rééchanger un Vassell ou un Keldon plus tard contre encore plus de choix de draft. La question, au fond, ce n'est pas vraiment est-ce que c'est cohérent, mais plutôt est-ce que quelqu'un osera vraiment appuyer sur le bouton. Côté Spurs, tout ce qui filtre aujourd'hui va plutôt dans le sens de la patience. Castle et Harper seraient vus comme intouchables. L'ADN de la franchise, c'est de construire tranquille autour de Wemby. Accepter de lâcher Castle plus 4 titulaires et 2 tours de draft, ce serait vraiment un virage énorme, même pour un duo Wemby-Giannis qui fait rêver. Côté Bucks, sans Castle dans le deal, ils n'ont aucune raison de dire oui. Puis on ne sait même pas si Giannis se projette vraiment à San Antonio. Du coup, ce trade-là me paraît crédible sur le plan basket, plutôt équilibré en termes de valeur, mais il dépend de trop de choses qui me semblent improbables pour le moment. C'est pour ça que pour enchaîner, j'avais maintenant envie de vous montrer un scénario un petit peu différent en imaginant un transfert à Détroit.
Sur le visuel, encore, vous voyez le deal complet. Giannis qui débarque chez les Pistons, et en face Milwaukee qui récupère Ausar Thompson, Jaden Ivey, Tobias Harris, plus 3 premiers tours de draft en 2026, 2028 et 2030. En gros, Détroit envoie 2 anciens choix top 5 encore en développement, un gros contrat qui sert surtout à équilibrer les salaires, et une partie de son capital de draft pour coller Giannis à côté de Cade Cunningham et Jalen Duren. La trade machine valide le montage, les Pistons prennent quelques victoires en plus, les Bucks se retrouvent avec du cap et de l'oxygène en pique. Sur le papier, selon moi, côté Détroit, c'est l'un des moves qui hurle le plus fort, ok, maintenant on joue le titre. Ouais, côté Pistons, l'idée est limpide. Aujourd'hui, c'est une équipe jeune, bien installée en haut de l'Est, qui écrase déjà la peinture avec Cunningham et Duren, qui court, qui va beaucoup sur la ligne des lancers, mais qui manque encore d'expérience en playoff. Tu rajoutes Giannis là-dedans et tu obtiens tout de suite un noyau Cade, Giannis, Duren qui peut viser les finales même sans Ausar ni Ivey. Giannis amène la pression constante au cercle, la défense élite, le vécu des gros matchs. Cade profite de moins de prises à deux, peut spammer le pick and roll avec le grec, et d'un coup, tu te retrouves avec l'un des duos les plus ingérables de la NBA sur demi-terrain. Le truc là-dedans, encore une fois, c'est que Détroit accepte clairement de sacrifier une partie de son avenir pour raccourcir sa timeline. Par contre, pour Milwaukee, même sans être parfait, ce package coche pas mal de cases. Ausar Thompson, c'est le profil que les Bucks ne peuvent pas récupérer autrement. Un ailier ultra athlétique, capable de défendre plusieurs postes, d'attaquer le cercle, sous contrat rookie pour encore plusieurs années. Ivey, lui, a besoin de beaucoup de ballons pour s'exprimer, ce qu'il n'a plus à Détroit. À Milwaukee, il peut devenir ce meneur-scoreur à haut usage qui relance un peu l'attaque post-Giannis. Harris apporte un vétéran sérieux qui termine son contrat et peut encore aider une rotation. Et derrière, tu récupères 3 premiers tours qui redonnent enfin un minimum de contrôle sur la draft d'ici 2030, même s'il n'y a aucune certitude qu'il soit haut. A mes yeux, c'est un deal qui a du sens pour les deux front office, mais qui pose beaucoup plus de questions quand on examine tout dans les détails. Déjà, il y a la question de Giannis lui-même. On n'a quasiment jamais vu une superstar forcer son arrivée à Détroit. La dernière fois qu'une star est arrivée là-bas par trade, c'était Blake Griffin. Et toute la ligue a surtout retenu que les Clippers l'avaient envoyé loin de tout. Détroit est plus sexy aujourd'hui avec Cade, une vraie défense, une culture qui se reconstruit. Mais ce n'est pas New York ou Los Angeles. Si Giannis ne donne pas un minimum de garantie sur une prolongation, les Pistons ne peuvent pas se permettre de lâcher Ausar, Ivey et 3 premiers tours pour peut-être 2 saisons et basta. Et ensuite, il y a le fit basket qui, je trouve, est loin d'être évident, même si côté talent c'est monstrueux. Les Pistons dominent déjà près du cercle, ils marquent beaucoup dans la raquette, ils vont souvent sur la ligne et ils ne prennent pas beaucoup de tirs à 3 points. En gros, ils font déjà une partie de ce que Giannis apporte naturellement. Avec lui, tu renforces tes forces, mais tu ne règles pas non plus ton plus gros problème, qui reste le spacing. Il faut ajouter encore plus de shooters autour du duo Cade-Giannis et accepter qu'il se rapproche du rôle de vrai intérieur. C'est faisable, mais ça demande un gros chantier collectif pour une équipe qui, sans lui, a déjà une fenêtre très longue devant elle. Du côté des Bucks, pour moi, le problème principal vient de la vraie valeur des pics reçus et de ce qui manque encore dans le deal. Les 3 premiers tours envoyés par Détroit sont intéressants sur le papier, mais tant que Cade reste là, on parle plutôt de choix au milieu de tableau que de pépites haut de draft. On peut imaginer Milwaukee insister pour récupérer Duren plutôt qu'Ivey, ou rajouter encore un premier tour pour compenser. Et si une autre franchise met sur la table un prospect du calibre All-Star plus des pics plus juteux, les Bucks auront du mal à justifier juste Ausar, Ivey, Harris et 3 choix. Donc pour moi, ce trade hypothétique entre Détroit et Milwaukee pose plusieurs questions. Est-ce que les Pistons, déjà, sont vraiment prêts à tout casser maintenant pour viser le titre tout de suite avec Giannis? Et s'ils veulent absolument faire un trade, ne vaut-il pas mieux se concentrer vraiment sur un joueur moins talentueux, mais qui correspondra plus aux besoins actuels de la franchise? Parce que je le rappelle, même si je ne les vois pas forcément champions, ils roulent sacrément bien les Pistons pour l'instant cette année. C'est bien pour ça d'ailleurs que je vais profiter d'eux pour évoquer mon sponsor du jour Winamax. Actuellement, Détroit est tout en haut du classement de l'Est et sur Winamax, ils ont une grosse cote de 5,5 pour remporter la conférence. Concrètement, pour 100 € misés, tu peux repartir avec 550 balles si Cade et sa bande vont en finale. Et ce que je me dis, c'est que si les Pistons continuent d'enchaîner les victoires, cette cote ne restera pas aussi haute très longtemps. Si en plus un monstre comme Giannis venait se greffer à ce groupe, le marché se retournerait en 2 secondes. C'est typiquement le genre de pari storyline à prendre avant que tout le monde ne se réveille. Pour moi, de toute façon, c'est ce genre de pari long terme qui colle le mieux à ce que l'on raconte dans la vidéo aujourd'hui. Et avec l'offre de bienvenue Winamax, vous pouvez justement vous positionner sans trop de pression. Avec mon lien en description, votre tout premier pari est remboursé en cash jusqu'à 100 € s'il est perdant. Si les Pistons sortent de l'Est, vos 100 balles se transforment en 550. S'ils échouent en route, vous récupérez votre mise en argent réel et si vous le souhaitez, vous pouvez le retirer direct. Ça, à mes yeux, c'est déjà un bon filet de sécurité, mais en plus, on a décidé de rajouter une petite couche par-dessus. Parce qu'en bonus, si vous rentrez le code le 6e homme lors de votre premier dépôt, vous recevrez 10 € supplémentaires, là aussi en cash, de quoi tenter un deuxième pari direct ou garder ça au chaud pour un autre coup plus tard dans la saison. En gros, entre le remboursement du premier pari et les 10 balles offerts avec mon code, vous avez de quoi tester vos intuitions sur Détroit ou sur une autre équipe sans vous mettre en danger. Par contre, comme d'habitude, je le répète, c'est important, là, on parle de jeu d'argent, pas d'une méthode miracle pour s'enrichir.
Les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs, et même si vous êtes majeur, ne misez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Si vous sentez que ça commence à prendre trop de place, que ça vous stresse ou que ça dérape, faites une pause, parlez-en, faites-vous aider, il y a zéro honte à ça. L'objectif c'est de vibrer sur un run des Pistons, un gros match de Cade ou un éventuel trade de Giannis, pas de vous mettre dans le rouge pour une cote à 5,5. Par contre, si vous faites attention, mais que vous êtes plutôt du genre impatient, il y a aussi moyen de kiffer sans pour autant avoir à atteindre la fin des playoffs. Toutes les offres dont je viens de parler, elles s'appliquent aussi sur des paris beaucoup plus courts, une victoire simple de votre team préféré sur le prochain match, un total de points sur un joueur, ou même un over-under global si vous suivez bien les dynamiques de la ligue. Vous pouvez très bien utiliser l'offre de bienvenue sur un match de ce soir, vibrer devant la rencontre et profiter quand même du remboursement en cash en cas de défaite, dès demain. Mon lien est en description, le code c'est toujours le 6e homme, faites ça intelligemment et moi j'ai hâte de connaître vos coups gagnants dans les commentaires. Mais ouais, bref, revenons à Giannis, et pour en finir avec lui, je voulais terminer avec un truc bien bling bling, un transfert vers les Lakers. Sur le visuel, vous voyez le deal complet. Les Lakers récupèrent Giannis Antetokounmpo et en face, Milwaukee reçoit Austin Reeves, Rui Hachimura, Maxi Kleber, Gabe Vincent, Dalton Connect, plus un premier tour 2031 et 2 droits de swap. En résumé, Los Angeles sacrifie quasiment toute sa profondeur de rotation, son meilleur jeune confirmé et un peu de draft pour coller Giannis à côté de Luka Doncic et d'un LeBron en fin de carrière. Les Bucks, eux, troquent une superstar contre un paquet de role-players solides, un quasi all-star et quelques tickets pour l'avenir. Sur le principe là, on est en plein fantasme hollywoodien, mais regardons ce que ça peut donner vraiment sur le papier. Côté Lakers, la logique est limpide. Tu crées un trio Luka, Giannis, LeBron qui en théorie peut rivaliser avec n'importe qui en play-off. Giannis apporte la taille, la pression au cercle, la défense sur plusieurs postes, ce qui manque cruellement à une équipe qui a parfois du mal à protéger sa raquette. Il soulage Luka sur la création, il couvre les erreurs des autres en défense, il donne des paniers faciles en transition. Oui, tu perds Reeves, du shoot et de la justesse, oui, tu défonces ta rotation, mais tu te dis que pour 2 ou 3 années, le star power pourra peut-être compenser le manque de profondeur. Mais pour que ce montage sorte de la trade machine, il faut aussi que Milwaukee puisse y trouver son compte. Pour les Bucks, le cœur du package, c'est Austin Reeves. À mes yeux, c'est lui qui rend l'offre regardable. On parle d'un arrière de 27 ans qui flirte avec le niveau All-Star, capable de mettre plus de 20 points, plus de 40 même récemment, de créer sur pick and roll, de jouer sans ballon et de défendre correctement plusieurs postes. Autour de lui, tu récupères Rui Hachimura qui peut tourner autour de la quinzaine de points avec un vrai shoot extérieur, Kleber un intérieur stretch et Vincent en meneur dur au mal avec de l'expérience en playoff, plus Connect comme pari shooter à long terme et qui apporte de la jeunesse. Ajoutez à ça le first 2031 et 2 swaps qui peuvent devenir intéressants si la super team vieillit mal, et on comprend pourquoi ce scénario existe. Ceci dit, même raconté comme ça, on se rend quand même bien vite compte que ce n'est pas l'offre du siècle pour un ancien double MVP. Le problème pour moi il est double. Déjà, Reeves va très vite arriver en fin de contrat et rien ne garantit qu'il aura envie de prolonger à Milwaukee plutôt que de tester un gros marché avec du cap space. Si tu perds ton meilleur retour 1 an après le trade, tu passes pour un pigeon. Ensuite, les picks des Lakers ne font pas rêver. Tant qu'Giannis et Luka sont là, tu peux difficilement imaginer un choix très haut. Un seul first vraiment contrôlé et des swaps, c'est léger quand tu compares au coffre rempli de certaines équipes qui peuvent envoyer des prospects beaucoup plus jeunes et plusieurs premiers tours non protégés. Du coup, la vraie question à mes yeux, ce n'est pas la cohérence sportive, mais plutôt le niveau de pression que Giannis peut mettre sur son front office. On connaît le concept de Lakers Exception. Si un jour Giannis dit clairement aux Bucks qu'il veut être un Laker et seulement un Laker, le rapport de force change. Milwaukee n'aurait plus une vraie guerre d'enchères à gérer, mais un choix entre ce package-là ou le risque de le voir partir plus tard pour encore moins, tout en essayant de rester compétitif et de respecter la volonté de sa star. Par contre, si Giannis laisse le champ ouvert et n'impose pas de destination unique, à mon avis, ce scénario deviendra très vite un plan B, voire un plan C, pas une piste principale. C'est pour ça qu'après avoir fait le tour de toutes ces destinations possibles, il faut prendre un pas de recul. Si on regarde froidement la situation, pour moi le scénario numéro 1 reste simple, Giannis finit la saison à Milwaukee. Il vient d'entrer dans sa nouvelle extension, les Bucks n'ont aucun intérêt à tout casser sans demande officielle de transfert, et tant qu'il ne dit pas clairement « je veux partir », la ligne de base c'est de le garder. Maintenant, j'avoue que sa blessure récente semblait un peu louche, surtout dans ce timing où il a supprimé tout ce qui était lié aux Bucks sur ses réseaux sociaux. Du coup, il y a peut-être moyen que, en off, là, secrètement, il discute avec ses dirigeants. C'est pour ça qu'il y a moyen, là, que dans les prochaines semaines, ça explose vraiment, et si ça arrive, il faut que je désigne mes favoris. Version GM rationnelle, à mes yeux, la piste numéro 1 c'est Atlanta. Leur package Young plus Rizaché plus un gros paquet de premier tour coche exactement ce que les Bucks recherchent. Un meneur déjà All-NBA pour rester compétitif tout de suite, un ailier jeune et costaud à développer et plusieurs picks pour enfin recharger le stock de draft. Tu ne repars pas de zéro, tu changes juste de franchise player et tu te redonnes de vraies munitions pour l'avenir. Sur la pure valeur, franchement, peu d'équipes peuvent aligner mieux. Mais la NBA, on le sait, ce n'est pas une ligue où tous décident sur un tableau Excel. Version drama, la vraie menace reste New York. Les Knicks n'ont pas autant de pics que les Spurs ou les Rockets, leur offre est moins sexy sur le papier, mais ils ont autre chose, le poids du marché et le fait que ce soit depuis un moment la destination préférée d'Giannis en dehors de Milwaukee. Si un jour il envoie le message c'est le Garden ou rien, beaucoup de franchises vont reculer, de peur de lâcher tous leurs assets pour un joueur qui ne prolongera pas. Dans ce scénario, les Bucks se retrouvent coincés entre l'offre la plus forte d'Atlanta et la volonté de leur superstar qui pourrait tirer vers New York.
Du coup, si je dois vraiment me mouiller, je vois ça comme ça. Si ça pète entre Milwaukee et Giannis et que le grec décide de forcer la porte, pour moi, les Knicks sont les grands favoris d'ici la deadline. S'ils laissent aux Bucks un peu plus de flexibilité, par contre, la piste des Hawks pourrait être sérieusement envisagée. En tout cas, maintenant, j'ai envie de vous entendre. Vous le voyez où, vous, Giannis, au coup d'envoi des prochains playoffs? Toujours à Milwaukee? Déjà à Atlanta? Ou encore en plein show au Madison Square Garden? Puis ça peut être ailleurs, encore. Lâchez-vous, balancez-moi tous vos meilleurs scénarios à la trade machine dans les commentaires. Comme d'habitude, je répondrai à absolument tout le monde, au moins pendant les premières 24 heures. À côté de ça, si la vidéo vous a plu, pensez à la booster, là, cette nouvelle fonctionnalité qui est super importante, et à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, ça apporte énormément de force. En attendant, je vous remercie encore d'être là, je vous dis à très vite, et je vous attends de pied ferme pour débattre dans les commentaires.